Et à la fin. Merci Susanna. Cette fois-ci, c'est moi j'ai suivi, hein, mais c'est plutôt Baïna qui a organisé pour dire les choses. Donc, je commence par la remercier pour tout le travail, pour contacter, pour coordonner. Et l'année dernière, on a eu, malgré l'épidémie, on avait une vidéoconférence où il y avait une journée d'études. Donc, l'année dernière ou l'année 2020, septembre 2020. Septembre 2020. Donc, on a continué à travailler malgré les difficultés. Voilà, aujourd'hui, voilà, donc j'ai préparé quelque chose de dernière minute sur toujours la Méditerranée, cette dimension méditerranéenne qui réunit le nord et le sud. Et je voudrais parler sur des éléments caractéristiques du paysage des villes, de certaines villes tunisiennes au XVIIe siècle, les villes andalouses, les villes morisques, hein, pour ne pas. Moi, je préfère utiliser le terme andalou, parce que les Andalous, les immigrés morisques au XVIIe siècle, se nommaient Andalous, donc andalou. Et au lieu d'utiliser le terme morisque, en arabe, j'utilise systématiquement andalou. En français, parfois, j'utilise le terme morisque, parce que pour les distinguer des Andalous, de la civilisation islamique, de l'Andalus classique. Ce n'est pas la même chose. Mais là, donc on est au XVIIe, à l'époque moderne. Donc dans cette communication, je ne vais pas m'arrêter sur le contexte historique de l'arrivée des Andalous en Tunisie, de cette migration très importante qui a marqué la mémoire collective des Tunisiens jusqu'à maintenant. Donc l'impact de ce traumatisme, cette migration forcée, cet exode massif à l'époque. Vous imaginez, Tunis avait 50 000 habitants, elle a reçu 60 000 habitants. Donc comme si, à notre époque, la capitale reçoit l'équivalent de sa population, 2 millions d'habitants, 2,5 millions d'habitants. Donc c'est un nombre très important de population qui arrive, qui s'installe dans un premier temps dans la capitale, pour s'installer, comme vous le savez tous, dans une vingtaine de villages, et de petites villes et de villages qui se trouvent au nord-est de la Tunisie, pas loin de la capitale. Donc c'est une couronne qui protège la capitale contre les flous des turbulences des tribus nomades, et aussi pour mettre en valeur ces régions, pour alimenter la capitale en produits agricoles, etc. Donc tout ça, je n'y arrive pas. Voilà. Et notre communication va travailler sur, va porter sur quelques éléments qui représentent un apport andalou important et concret, les lauréats fluviales et les puits à noria, les lauréats qu'on a établis sur les puits, les moulins hydrauliques, moulins à grains ou moulins à foulant, de bataille, et les moulins à vent. Donc, ces éléments, je vais présenter ces éléments-là, et dans une perspective d'apport technologique andalou et comme étant des éléments caractéristiques de la contribution andalouse à la société tunisienne au XVIIe siècle. Un apport technologique plutôt. Je commence par le premier type de lauréat. Le lauréat qu'on établit sur un puits. Donc on le sait, d'après plusieurs sources, que les Andalous ont creusé des puits partout où ils sont installés. Donc à Tunis et dans ses environs, entre autres l'Ariana et la Manouba. Il y avait des puits à lauréat de type andalou. Dans la région de Gabon, dans le Sahel désertain, les villages du Sahel désertain, les villages de Gabon connus, Slimane, Gorbel, Nianou, etc. Et surtout dans la basse et la moyenne vallée de la Nigerda.
une dizaine de villages qui va de Qalat Ndous jusqu'à Tastour, donc le long de la Medjerda. Ce type donc de noria s'est établi sur des puits. Donc, donc pour prendre l'exemple de Tastour, vous avez la petite ville. Voilà, la ville est là, et tous ces secteurs-là, donc vous avez les jardins potagers aménagés par les Andalous, pas moins de 200 parcelles à l'époque. Donc chaque parcelle, chaque jardin potager avait un puits pour l'alimenter en eau, pour lui donner son autonomie dans le domaine de l'alimentation en eau. Donc vous imaginez, moi j'ai eu, lorsque j'ai commencé mes recherches sur la ville de Tastour, donc d'après les gens de Tastour qui avaient à l'époque assez âgés, hein, donc ils me disaient dans leur jeunesse, c'est-à-dire les années 20 et les années 30, il y avait 180 norias dans les jardins de Tastour, 180 norias sur les... Et ça fait une ambiance, une atmosphère très, très particulière. Les norias qui est avec l'attraction animale, avec la clochette qui indique, qui donne une musique assez particulière dans ces jardins. Donc, les norias, ce type de norias, on va le trouver dans les jardins, mais on va le trouver également dans les maisons et à l'intérieur de la ville, surtout dans les bains. Donc les quarantaines de bains de la ville de Tunis, les quarantaines de bains de la ville de Tunis, presque tous étaient équipés de ce type de norias. Bien sûr, ce type de norias existait au Moyen-Âge, mais les Andalous l'ont développé au XVIIe siècle. Voilà donc les jardins de Tastour qui se trouvaient, voilà, la Medjerda et les jardins potagers avec une culture irriguée dans la ville de Tastour. Une photo prise dans les années 80 qui indique ce type de noria, qu'on établit sur le plus intéressant, le plus étonnant, et un élément nouveau là, je pense, c'est ce noria fluvial qui a été introduit avec les Andalous. On a un seul cas, à Jdeïda, mais donc on a plusieurs témoignages qui le confirment, il y a aucune hésitation. Donc ce noria, il sert à élever l'eau de la rivière, afin de... Donc cette eau est distribuée par des canaux, et pour irriguer les jardins qui se trouvent à côté du pont de Jdeïda, ou du pont de Jdeïda, qui est en fait, ce pont a une histoire assez particulière. Voilà. Pour vous situer toujours en rapport avec la ville de Tunis, donc vous avez Jdeïda, El Battal et Tborba. Donc la noria que j'ai indiquée, elle se trouvait ici et elle se trouve dans le cadre d'un ensemble architectural très important. C'est une résidence princière fondée par Youssef Bey. Cette résidence princière, cette résidence princière, elle est complétée par, bien sûr, des établissements, des villages habités par les Andalous, un village habité par la population locale, et également un bagne. Il y avait un bagne à côté de la résidence secondaire. Un bagne, c'est-à-dire, vous imaginez,
les sources parlent de Lusitano avait 1800 captifs, son fils avait 300, donc dans ce bagne, il y avait des centaines de captifs. Des captifs d'origine méditerranéenne, d'origine italienne, sicilienne, etc. Et ces captifs vont jouer un rôle important avec les Andalous. Lorsqu'on parle d'apport andalou, il faut nuancer. Parfois, on n'est pas sûr que ce soit des Andalous. Et les jardins potagers, les techniques, etc. C'est des techniques qui s'appuient sur des modèles ibériques européens, mais ils sont développés par les Andalous et par les captifs. Mais ceux qui s'attribuent ces activités, c'est plutôt les Andalous. Toi, c'est un Andalusie. Ou à l'origine, plutôt italien qu'andalou. Donc on avait un bagne. Un bagne désigne donc des dizaines, peut-être des centaines de captifs qui travaillent dans le jardin et dans le palais. Le texte nous indique qu'il y avait une chapelle tenue par un prêtre d'origine sicilienne de Trapani. Et également, dans les bagnes, toujours on trouve des tavernes. Donc vous imaginez, un jdeïd, une chapelle, des tavernes, et une population importante européenne et andalouse. Tout ça, et confirmé par dans le texte, je vais vous donner les sources des documents d'archives du Waqf, des documents des voyageurs européens, etc., qui confirment tout ça. Et donc dans cet ensemble, le bey avait sa résidence secondaire, et cette résidence princière, Thévenot, qui est venu en 59 visiter le palais, nous dit qu'il avait les salons étaient décorés par des œuvres d'art, par des tableaux faits réalisés par des maîtres italiens. Donc tout ça, bien sûr. Donc il faut imaginer tout ça. Donc le souvenir de tout cet ensemble a été perdu complètement. Ça nous ramène à cette dimension patrimoniale. À Jdeïda, personne ne sait qu'il y avait la plus belle résidence princière du 7e siècle, l'une des plus belles, peut-être la plus belle. Et qu'il y avait une communauté européenne, une communauté andalouse, tout ça a été perdu complètement. Et dans cet endroit, Lusitano va construire le premier pont-barrage avec un batan. Donc avec des moulins affoulants pour l'industrie de l'Al-Chichia, qui était l'industrie la plus importante dans le pays. Donc, ce souvenir est perdu même chez l'élite, chez les gens cultivés du village, les érudits du village. Ils ne savent rien de tout ça, et cette confusion a été créée par les chercheurs entre autres. Parce qu'on a confondu le batan de Jdeïda avec le batan de Tmorba, qui est juste à côté. Et j'étais étonné, moi je savais que plusieurs font la confusion, mais en préparant cette communication, j'ai trouvé les meilleurs spécialistes de la question andalouse en Tunisie, le britannique, l'anglais, Grèce, l'allemand, De Palza, l'espagnol. Les trois pensaient que le gros ensemble décrit par Ibn Abi Dinar, par Loisir Sarraj, par Thévenot, se trouvait à Al-Batan, à côté de Tmorba. Ce n'est pas celui de Jdeïda. Alors que tout confirme, tout démontre qu'il s'agit de celui de Jdeïda. Donc, bien sûr, la tradition, le village de Jdeïda n'a aucune, les habitants de Jdeïda n'ont aucune idée sur ce patrimoine très particulier. Voilà, je vais donner quelques indications sur cette. Voilà, donc les textes de l'époque, c'est un document, Loisir Sarraj ou Anchi Abi Doulab. Nous, on est parti de cette lauréat fluvial. وأنشأ دولابا يدور بنفسه من غير وجود دابة تديره فكانت آية في صنعه.
Donc, le desserrage, donc, il dit qu'il a établi un pont avec une roue qui tourne toute seule et sans la personne humaine. Donc, c'est une noria fluviale incontestablement. Donc, ça, c'est. Nous parlons de UCD, hein, c'est celle de UCD, hein, c'est pas celle de. Donc, le pont barrage d'El-Battan, il est de 1690. Celui de Jdeida de 1616, il ne faut pas confondre. Et ce sont des exemples de différence entre les deux. Le Médina, qui est plus ancien également, il a construit au Ja'ar, donc il nous donne la date. On a une inscription également qui a été publiée par Louis Poinceau dans les années 40, mais qui a été oubliée. Et Poinceau établit que la résidence du Yusuf-Bey, elle se trouve à Jdeida. Donc, scientifiquement, la question a été résolue depuis les années 40, mais a été oubliée par les chercheurs. Donc, on a des moulins hydrauliques. Ouais, et puis il parle de cette noria, il la compare à la noria de Hamam, en Syrie. Et donc ce modèle-là, nous avons également Ibn Medina donc il a réservé 3 pages pour parler de cette résidence de Jdeida. Cette résidence d'Al-Qantara, elle portait le nom d'Al-Qantara Jdeida. Donc, il a réservé 3 pages. Pour parler de toutes les réalisations de Yusuf, il a réservé même pas une page. Et donc, il a beaucoup parlé, et il a même écrit un poème, il était poète, pour vanter la beauté de cette résidence particulière. Il etc. Voilà. Je parlais du Tizno qui arrive ici et qui parle également de cette noria fluviale, mais de façon indirecte. Et il donne des informations sur ça. Qu'est-ce qui nous reste de cette noria, de cette résidence? Il ne nous reste rien. Il ne nous reste que le pont. Le pont a été bombardé en 1943 par les Américains et les Anglais. Donc, et il a perdu la moitié de ses arches. Donc, là, ça c'est une photo d'avant le bombardement. Le pont actuel, donc, c'est un pont abandonné, personne n'y s'intéresse, qui n'a aucun intérêt, alors que j'essaie de démontrer que ce pont était un pont barrage avec des moulins hydrauliques, des moulins à foulants, des moulins à grains, avec un ensemble palatial, etc. Et donc tout ça a été perdu. Voilà donc quelques éléments sur ce pont barrage. Voilà, pour préciser les données en s'appuyant sur les documents d'archives, on peut établir le pont de la résidence, le village qui était un village andalou, et un autre village pour les autochtones qui portait le nom de Saïda. Donc, Zénon Saïda qui a été reconstruit au XIXe siècle. Donc, il y a Saïda du XIXe siècle, Saïda du XVIIe siècle. Voilà. Donc, une vue sur ce. Voilà. Donc, cette noria fluviale, il me semble que c'est le seul cas. Le seul cas dans l'histoire au Moyen-Âge. Je ne sais pas s'il y avait en Tunisie, en Ifriqiya, moi, j'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'il n'y en avait pas. Donc, mes collègues Uridi, Sibachir, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y avait des norias fluviales en Tunisie au Moyen-Âge? Non. Fluviales, non. À Tunis, non, en Tunisie. En Tunisie. Il n'y avait pas. Il y a à Fès, en Espagne, bien sûr, à Malaga, etc., en Syrie, sur le Nil également, mais en Tunisie, ça, non. Donc, c'est extra. Et pour faire cette noria, il faut la digue et le barrage pour élever le niveau d'eau pour pouvoir faire tourner la noria et élever l'eau. Voilà. Donc,
Après, un autre apport technologique andalou, les moulins hydrauliques actionnés à l'eau, c'est-à-dire les moulins à grains et les moulins à foulant. Bon, les moulins à grains hydrauliques, on les trouve dans plusieurs endroits, et de même les moulins à foulant, voilà. Et on les trouve à côté de Kantara, de Jdeida, donc on a un texte de Waqf, donc un texte d'époque. جميع البطان اللي جاوا في الباب المجتمع على دولابين المعد لغسل الشواشي وملف الاندلس ceci à Jdeida, à Al-Battan. Donc la documentation, mais la ville la plus célèbre par ces moulins hydrauliques, c'est la ville de Zagouan. Plus que le Battan ou les autres villes que je vais mentionner qui ont des moulins hydrauliques. La ville de Zagouan donc, avait plusieurs moulins hydrauliques sur les canaux qui captaient l'eau des deux principales sources de la montagne et de Zagouan. Donc je ne vais pas me donner on a pas mal d'informations qui se précisent sur le sujet maintenant, en travaillant sur les archives de certains registres du XIXe siècle qui font l'inventaire de la propriété de l'eau à Zagouan. On a un registre qui fait tout ça, et des documentations réunies par Khaled Cheikh, qui prépare une thèse, mais en fait c'est un ingénieur et qui a travaillé beaucoup à Zagouan. Il est d'origine andalouse, donc il a plusieurs qualités pour mener une recherche. Il trouve des choses très intéressantes sur le sujet. Donc, on avait plusieurs moulins hydrauliques à Zagouan. Ce qu'il faut signaler, qu'à Zagouan, on avait les moulins hydrauliques, moulins à grains, et au début, c'était des moulins à foulant pour l'industrie de la chichia. Et ce que révèle la documentation récente, c'est qu'en 1610, les Andalous arrivent en 1610, parce que le décret d'expulsion, septembre 1609, les individus peut-être vers la fin 1609, mais l'arrivée importante commence à 1610. L'année de l'arrivée, le Dey va concéder au chef de la communauté andalouse, donc lui va concéder la propriété de l'eau et les moyens pour construire un moulin à foulant, et qui sera propriété de deux. Après, on va le trouver copropriété entre le Dey et ses héritiers et le chef de la communauté andalouse de Zagouan et peut-être de toute la Tunisie. Voilà, donc ce moulin hydraulique, ce moulin à foulant sera transformé plus tard en moulin à grains. Vers la fin, lorsque les moulins à foulant vont se concentrer dans un premier temps à Jdeida, puis à Al-Battan. Voilà, les moulins à foulant, on n'a pas d'illustration sur ce type de moulin qui vient d'Europe, du type hispanique, mais on a une illustration, là, des premières illustrations, une gravure européenne. Nous, les moulins à foulant, nous sommes plus depuis le début du XXe siècle, donc actionnés à l'eau. Ces moulins, ils sont actionnés avec un moteur, avec des moteurs à combustible. Donc ça a changé la forme, mais les moulins anciens, on les trouvait donc les moulins, il faut retenir, on les trouve à Zagouan, puis à Kantara, au Jdeida, et puis à Al-Battan. Al-Battan, ce grand projet, c'était un pont-barrage. Là, c'est pas le pont-barrage. À Kantara, c'était pour faire actionner les moulins et la grande noria pour arroser les jardins. Ici, il va construire un barrage, un vrai barrage avec un bassin, et ce bassin va servir à arroser le levier de Bourba et les jardins potagers
sur les deux côtés c'est également le seul pont-barrage du XVIIe siècle qui nous est parvenu. Hein. Donc, un bâtiment important. La foulerie, le moulin à Foulon, il est là, au premier plan. Et là, c'est, bon, manufacture du XIXe siècle. Ici, le pont-barrage. Je ne vais pas m'arrêter sur le côté technique, on n'a pas le temps de le faire. Mais ce qu'il faut retenir, que Pay-Soleil, qui est venu quelques années après la construction du pont, nous dit que le fondateur avait prévu de profiter du barrage pour établir un centre industriel doté de 40, retenez bien, 44 moulins. Donc, des moulins à foulon, des moulins à grains et peut-être des moulins de forge pour soutenir les activités économiques installées sur place ou à Tunis. Mais il ne va pas parvenir à ça. À l'époque de Pay-Soleil, il a trouvé 4 moulins seulement à Foulon qui travaillaient dans ce centre, nouveau centre des moulins à Foulon. Le pont-barrage, quelques photos. Et donc, cette recherche de coiffure, comme je l'ai dit, que les moulins à Foulon travaillent pour la puissante corporation des Chawachi de Tunis, et que nous la trouvons à Zagouan, à Jdeïda, et également une nouvelle documentation pour qu'il y avait Zagouan, Jdeïda, Batar, mais également à Grichilouer et probablement à Tastour. Je trouve un document du XVIIe siècle qui parle de Haoud El Ghassil. Ça ne peut être que moulin à Foulon. Moulin à Foulon, parfois on le dit, moulin El Ghassil Chawachi Andalus, on l'a vu dans le document, Ghassil. Donc, et même à Ouaddazar, un document nouveau également qu'il avait. Donc les moulins à Foulon ne se trouvaient pas dans un seul centre, donc se trouvaient répartis. Ça c'est nouveau. Hein. Avant, lorsqu'on parle de Batan, moulin à Foulon, c'est Batan, tout près le village qui est à 3 km de Toukoul. Donc la documentation prouve que ça a été utilisé dans plusieurs endroits. Voilà, ça c'est donc les premiers moulins à Foulon à Zagouan. Quelques années après, on va partir de moulins à Foulon. Fin du 17e, 1689-1690, pour être précise, Mohamed Bey va construire également plusieurs moulins à Foulon. On a un document qui révèle, même au 18e, on va construire les Beyens qui construisent, parce que ça, c'est une source. Les moulins à Foulon, c'est une source de rentrée d'argent très importante. Et c'est toujours l'État qui contrôlait ça, par l'intermédiaire de l'affaire de l'ESMA de Batan. Donc voilà un document qui parle de Batan el-Jadid al-Libanais ou Ali Bédian. Donc, il y avait un autre. Donc vers 1770, à Guichilouet, un autre village catalan. Hein. Donc les fouleries, je vais donner des données sur les rentrées d'argent de ces moulins à Foulon. Les registres de recettes et de dépenses révèlent que l'affaire l'ESMA des moulins à Foulon atteignait en 1756 la somme de 114 000 piastres, qui est une somme assez importante, et je peux la comparer avec l'ESMA du vin, avec d'autres sphères. Voilà, vous allez trouver les détails dans le texte écrit. Donc le moulin, le dernier type de moulin, le moulin à vent, ce type d'ouvrage est très rare dans le pays. Nous en trouvons des vestiges archéologiques à Andalus, Gourombey et à Slimane. Et au faubourg nord de la ville de Tunis se trouve la rue Tahounat al-Rih, qui indique l'existence d'un moulin à vent ancien dans le secteur. C'est le seul objet. Donc, les seuls endroits où on a des exemples de moulins à Foulon, de moulins à vent,
moulin à Foulan. Et voilà, le moulin de Kayat Lendus, le moulin de Grobel, les vestiges, photos anciennes, et le moulin le mieux conservé est celui de Soliman. C'est quand même curieux qu'il y ait un moulin à Foulan, un moulin à vent. Bien sûr, Soliman est exposé au vent. Ce moulin donc, est très rare donc, dans la région et le seul moulin qui est assez bien conservé quand même. Donc, pour vous dire également que ces vestiges sont souvent attribués aux Romains. Le Khalaq sont attribués aux Romains. Donc, alors, chaque fois qu'il y a des vestiges, alors que c'est certainement andalou, surtout à l'époque romaine, là, on était dans. Khalaq c'était une île, hein. Donc là, c'était la mer, hein. Il n'y avait pas de. Voilà donc. Voilà donc l'apport andalou. Disons deux mots avant de finir sur l'apport andalou. Là, pour finir, hein, donc je vais parler de 3 points. Donc le noria qu'on établit sur les puits existait avant les Andalous, avant le XVIIe siècle, et ils vont la développer. Les moulins, le noria fluvial, on a vu un seul cas. Et c'est typiquement andalou. Peut-être les captifs ont joué un rôle, hein, j'ai oublié de le dire. Pour les moulins à Foulan, pour les norias, les andalous, mais avec eux les captifs, je suis certain. Les ponts également, les ponts barrages, toute cette apport technologique. Il faut voir les andalous, mais avec à côté d'eux, cette communauté captive européenne qui a joué un rôle très important. Donc, le moulin à vent également, c'est une contribution andalouse certaine. Donc, voilà, je l'ai dit déjà, la dimension méditerranéenne, il ne faut pas, tout ce qui est attribué aux Andalous, parfois c'est des traditions anciennes, parfois c'est vrai, c'est Andalous, ibériques, et parfois ça provient de captifs, des captifs d'origine de la Provence française, du sud de la France, d'origine italienne, d'origine maltaise, sicilienne. Tout ça a joué un rôle important et la Tunisie était toujours ouverte, surtout au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, Tunis était une ville plus cosmopolite qu'elle l'est aujourd'hui. Vous avez les captifs, les Andalous, on l'a signalé, lorsqu'ils sont arrivés, étaient autour de 560 000, alors que après une dizaine de milliers, ils vont rester dans la ville. Hein. Donc moi j'ai estimé la population andalouse de la ville qui tourne autour d'une dizaine de milliers, c'est 5-6 000 habitants d'origine andalouse dans la ville du XVIIe siècle. Vous avez également une dizaine de milliers de captifs d'après les Européens. Le chiffre est exagéré, certainement moins, mais pas moins de 6 000, 7 000 captifs italiens. Tout ça fait que Tunis était une ville cosmopolite et toutes ces régions-là qui vivent en rapport étroit, direct, des villages andalous avec la capitale, avec Tunis. Voilà, donc le traitement du patrimoine, je l'ai dit, donc on n'a pas l'esprit des lieux. Quelle vision, quelle perception ont les habitants de Jdeïda, de Tborba, de Zakwan, de Castour, de Slimane, avec ces éléments de patrimoine, avec ces moulins hydrauliques, avec ces norias, avec ces moulins à foulons, etc. Je l'ai souligné, à Jdeïda, ils n'ont aucune connaissance sur cette histoire de ce lieu historique qui est Antar Jdeïda. Antar Jdeïda est un noyau d'un ensemble princier très important, où on trouve des Siciliens, des Andalous, des autochtones bien sûr, et une architecture, un art très particulier, des techniques d'origine européenne. Tout ça a été perdu complètement.
À Tborba, non. Moins, beaucoup moins, parce que pour des raisons qu'on comprenne, la population de Zagouan, Testour, une bonne partie de la population, garde toujours le souvenir de ses origines andalouses. Jdeida, rien. Et en plus, la chance, certainement, de Tborba, si Mohamed Mahjoub, Mohamed Mahjoub, qui était d'origine oslèque, il n'est pas andalou, mais c'était des gens qui habitaient là depuis le XVIIIe siècle et qui ont créé une dynamique autour du patrimoine de la ville. Et ils ont des connaissances assez bonnes sur le patrimoine. J'ai donné l'exemple de Khalid Cheib à Zagouan, Zbis à Testour depuis l'époque coloniale, à l'époque de l'indépendance, a joué un rôle très important pour promouvoir Testour. La famille de Mazour à Slimane et les gens qui ont suivi. Donc, ça dépend des villes, le rapport avec le patrimoine. Mais nos recherches scientifiques vont aider certainement à promouvoir ce patrimoine et à le mettre, à en profiter et à avoir des connaissances très précises là-dedans. Moi, j'ai fait ma recherche scientifique, mais je sais qu'il y aura un impact après. Donc, les deux sont un peu... Je ne fais pas le suivi, mais le suivi vient certainement plus tard. Voilà, donc, je vous remercie et j'ai fini. Compliqué et c'est très complexe, mais les novices, c'est les gens qui ont été obligés de se convertir, qui ont coupé tous les liens pratiquement avec la civilisation islamique classique, où ils ont gardé très peu de liens. C'est des gens qui venaient des villages de la région de Valence, des montagnes, etc. Les éléments de culture qu'il apporte, c'est des éléments de connaissance de leur époque, du XVIIe. Ce n'est pas celle du Moyen-Âge classique de l'Andalous, généralement. Mais toujours, la référence à cette Moyen-Âge classique, elle est présente également. Donc, ils veulent, parfois on fait des choses pour reconstituer ce passé glorieux, mais ce qui était le plus frappant, c'est des éléments pris à la Renaissance italo-espagnole, que nous trouvons dans l'architecture et certaines techniques surtout chez la première génération d'immigrés. La première génération d'immigrés, elle va apporter des choses directement de l'Espagne, de l'époque, l'Espagne de la Renaissance, l'Espagne de Philippe II et de Charles V, donc du XVIe, XVIIe siècle. Mais l'idée que le Moyen-Âge classique, l'Andalous a influencé aussi, c'est certain, donc, mais voilà, c'est compliqué. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut poser une question, faire un commentaire. Oui. Pour Ahmed Saadé, à propos de la ville de Testour, parler de 180 Norias dans les jardins autour de la ville de Testour, c'est quand même énorme. Pourquoi je dis ça? À cause justement de la question de la présence de l'eau. Est-ce qu'ils ont puisé cette eau directement dans la nappe phréatique, donc qui était certainement très importante à cette époque-là. Donc quand on pense qu'aujourd'hui, notre grand problème, c'est la rareté, justement, de ces denrées, début du XVIIe siècle, peut-être tout le long du XVIIe siècle, est-ce qu'il y avait justement toutes ces disponibilités hydriques, en eau, pour permettre une telle présence ou construction d'un chiffre très important quand même. Voilà. Et c'est la même chose pour, tu parles de la Norienne de Jdeid. Entre parenthèses, tu n'as pas prononcé le mot d'un grand acteur de Jdeid et des autres endroits. Majada. À aucun moment tu n'as prononcé le mot de Majada. Non, tu ne l'as jamais prononcé. Alors que c'est le grand acteur dans ton travail, c'est Majada. C'est justement. Et cela signifie, s'il y avait une Norienne aussi grande, celle de Belbatan de Jdeid, cela signifie que l'eau était plus
plus abondante qu'aujourd'hui. Donc c'est aussi une autre approche pour parler un peu de la possibilité d'avoir cette ressource aussi facilement qu'aujourd'hui. Et puis troisième chose, les captifs, cette main-d'œuvre disponible, est-ce que c'était elle qui a inspiré justement les Andalous pour construire leur noria, ou bien c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était un apport directement qui nous venait de l'Espagne? Je ne sais pas si... Oui, donc je réponds. Oui, bien sûr. Pas de quatrième question, monsieur. Non, c'est fini. La première question, pour ce qui est de la nappe phréatique, c'est Assad qui a travaillé sur la question. Effectivement, la nappe phréatique est très riche en eau au niveau de la rivière. On n'utilisait pas la rivière pour irriguer au niveau de Tastour. C'est les puits. Un réseau de puits, bien sûr. La nappe n'a pas été épuisée parce que l'utilisation est quand même en petite quantité. Hein. Une noria, ça va pas. C'est pas les moteurs modernes qui vont vider la phréatique. Mais le nombre de 180 m'a été donné par Mohamed Ben Sabre, je pense, j'ai le noté dans mon texte, et qui est l'un des derniers potiers de Tastour. Et c'était en 82, hein, l'enquête a été faite. C'est lui qui m'a donné je pense, si on regarde le nombre de parcelles, c'est pas loin. Hein. Si chaque parcelle, on va lui donner un puits équipé de noria, on peut le trouver. Pour ce qui est de l'eau de Madelta, non, l'eau, elle était même à l'époque insuffisante. Donc il a fallu faire un barrage, un digue pour relever le niveau de l'eau, qui crée une chute pour faire actionner le débit devient plus important. Oui, pour faire actionner les moulins. Les moulins à grains ou les moulins, surtout les moulins à foulant, et également pour l'irrigation, pour la grande roue, pour la noria. Pour ce qui est la dernière question, c'est... Les captifs et leur rapport. Ça, on ne peut pas le savoir. Les traditions sont toujours attribuées aux Andalous. Mais moi, je suis plus convaincu qu'il y a un échange. Et que certains captifs ont joué un rôle important dans tous les éléments d'apport technologique et artistique également. Mais on n'a pas de documents. Donc on avance des hypothèses et c'est difficile de le prouver, sauf par les faits. Il y avait un bagne, s'il y a un bagne à côté de la résidence princière, c'est qu'il y avait une population européenne importante. Et cette population a travaillé dans les activités artisanales, dans les activités agricoles, dans le palais, dans la décoration du palais, les tableaux d'art, c'est captifs, etc. Je crois que c'est Krimenev qui en parle aussi. Oui, séminaire, pas séminaire, etc. Mais non, la source que j'ai donnée, elle est du 1659. Krimenev, c'est du 18e. C'est du 18e. Krimenev, c'est à partir de 1718 jusqu'à 35. Hein, donc, c'était à cette époque-là. Alors que là, la source que j'ai donnée, j'ai oublié le nom, le voyageur, il est 1659. Et il était en plus reçu par le fils de Yusudé, dans le palais d'Alcantara à l'époque, c'était pas Jdeï. Voilà, on laisse pour les autres questions. Je me suis du même mettre dans le sujet parce que ça m'intéresse aussi. Et justement, la communication, pour moi, elle était un peu perturbante, dans le sens que, comme Suzanne vient de le dire, nous, on a appris à l'école, en tout cas, que tout ce système de puits avec des norias, qu'on dit en portugais nora, les norias nous sont parvenus par les techniques que, au 8e siècle, 9e siècle, les Maghrébins nous ont apportées chez nous. Et donc, il y avait les puits des Romains, mais les Romains, ils ne maîtrisaient pas très bien la technique de faire comme ça, de mélanger la noria. Et donc, ils ont ajouté aux puits, ils ont même utilisé des puits romains pour mettre les systèmes. Et ça, c'est intéressant parce que là, vous parlez. Mais en même temps, ça me fait penser à quelque chose qu'on connaît dans ce processus de transmission des techniques, etc. Par exemple, on sait bien que les esclaves
du Bénin. Donc, au XVIIe siècle surtout, le Bénin a envoyé des esclaves au Brésil, en Amérique, etc. Des millions, on en parle. Mais quand l'esclavage est terminé, ils sont revenus chez eux. Et quand ils sont revenus chez eux, qu'est-ce qu'ils ont reproduit comme maisons? Les maisons, par exemple, ce qui était à Bahia, les maisons de type portugais, qui étaient vraiment les maisons portugaises. Ils ont rentré au Bénin, au Ouida, ils ont reconstruit ce qu'on appelle l'architecture de retour. Et là, moi, je pense que ce n'est pas dans un phénomène de technique de retour. Parce que on ne dit pas à hasard que c'était vous qui nous ont fait connaître ce système. D'abord, le système il était un peu plus intéressant parce qu'il mélangeait donc les puits, les norias, et donc les niveaux phréatiques, ils étaient... Souvent, il y avait beaucoup de puits parce qu'il y avait les niveaux phréatiques qui étaient exploités par une sorte de canat. Et voilà, donc des canates. Donc le système, il était complexe. Donc c'est intéressant, c'est un sujet vraiment intéressant, vraiment intéressant ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. En plus, on peut le suivre, parce que nous, les Maurices qui sont installés en Tunisie, venaient des régions nord de l'Espagne, surtout de Valence. Oui. Voilà, et il y avait à Murcie, etc. Un système de partage de l'eau, d'exploitation de l'eau, de Valence. Un système qui est médiéval, qui vient à l'époque de l'Andalousie. Qui était en Tunisie. Voilà, mais qui vient du XVIIe siècle. Donc des connaissances du XVIIe siècle. Qui, leurs origines, c'est de la culture plastique. Donc on peut suivre facilement. C'est vraiment intéressant. Les ORTS de la région de Valence, c'est à peu près ce qu'on va trouver dans les vergers qui se trouvent à côté de Slimane, Zagouan, Tibourba, Testour, etc. Voilà à quoi nous sert la longue durée. Effectivement. Le top 13, c'est intéressant. Oui, c'est super. Il y a d'autres questions. Il n'a pas d'autres questions.